Je suis ravie d'être avec vous parce que les personnes qui vont s'installer ici dans un petit instant sont des gens qui ont tous des parcours exceptionnels, tous très différents les uns des autres et en même temps avec un point commun qui est justement cette envie de faire avancer le monde de la culture et le monde de l'entreprise. Je suis ravie de les accueillir et puis en même temps, en rentrant ce matin dans ce théâtre, j'avais un petit sentiment de colère, une colère saine, tout simplement en me disant que mélanger le mot économie et le mot culture, c'était quand même assez incroyable, voire dramatique, que dans un pays comme la France, on en soit encore à se poser ce type de questions, à se demander si effectivement l'entreprise et le monde des artistes pouvaient se mélanger sans que ce soit un gros mot. Ça me rappelle un petit peu les débats que j'animais quand j'étais étudiante et je me dis qu'on n'a pas beaucoup avancé en 20 ans. Et heureusement quand même qu'il y a des personnalités comme celles que vous allez voir sur cette scène qui nous permettent de nous dire que l'on a quand même réellement avancé en 20 ans. Dommage donc de se poser toujours les mêmes questions en France, de ne pas s'offusquer qu'un ministre de la Culture puisse parler d'industrie culturelle. Dommage qu'on ne puisse pas faire comme dans certains pays comme les États-Unis où carrément Joe Biden monte sur la scène des Oscars, un homme politique de grande envergure qui vient donc aux côtés des artistes défendre un film, défendre des causes. Dommage aussi qu'en France on puisse même pas imaginer, comme ça a été fait il y a quelques années en Italie, que le chef du patronat italien vienne à Cinecittà dire merci. Merci, parce que c'est vrai qu'un film comme Vacances romaines a, paraît-il, beaucoup fait pour développer le tourisme en Italie et développer aussi les ventes de scooters et de Vespa. On a du mal à imaginer, vous voyez, un Pierre Gattaz venir au César français. Et puis, dommage aussi qu'on ne puisse pas s'inspirer plus d'un modèle comme celui du Royaume-Uni qui est en train depuis 5 ans de développer de manière absolument incroyable son industrie culturelle qui ont augmenté de plus de 10% alors que les exportations de services ont augmenté de 2%. Les exportations d'industrie culturelle en Grande-Bretagne ont augmenté de plus de 10% ces dernières années. Et c'est vrai que c'est une valeur et une richesse incroyable. En France, nous avons ces atouts, nous avons ces valeurs et nous faisons tout justement pour faire en sorte qu'elles puissent exister dans le monde de l'entreprise. Je suis donc ravie d'accueillir ces personnes sur scène. Je vais donc leur permettre de s'exprimer et ma mission est, avec plusieurs axes et plusieurs thèmes, est d'essayer de sortir de ce théâtre cet après-midi en ayant de véritables idées concrètes, de véritables solutions. Et je vais essayer donc d'être à la hauteur de la mission qui m'a été confiée par Hervé et Laure. On ne sort pas de ce théâtre, c'est ça, tant qu'on n'a pas de solutions concrètes pour la culture. C'est donc avec plaisir que j'appelle sur cette scène Tondje Bakan, qui est le dirigeant fondateur d'AfroStream, Manuel Gautran, architecte, Stéphane Richard, président directeur général d'Orange, Léonard Anthony, qui est le directeur associé de Suzanne Ali Associates et cofondateur des éditions Versilio, Sana Genima, qui nous arrive de Tunisie, on l'a dit hier, la Tunisie va bien, c'est un beau message qu'on nous a envoyé hier. Elle est PDG de Sanabil Med. Glenn O'Farrell arrive lui du Canada, président et chef de la direction du groupe média de TFO. Aurélien Bélanger, écrivain. Michel Cassenelen-Bogen de Belgique, la Belgique guérit lentement, mais va bien aussi. Comédien et fondateur du théâtre Le Public. Raphaël Pichon, qui est chef d'orchestre et fondateur de l'ensemble Pygmalion. Et puis on fera une petite conclusion avec 2 économistes de la culture, Françoise Benamou et Thomas Paris, qui sont également conviés sur scène. Vous pouvez monter sur scène, Françoise et Thomas, bien sûr. Et puis je voudrais saluer mes amis de Cartooning for Peace, je vois Plantu, et je vous remercie, comme hier, d'alléger nos débats qui parfois ont des enjeux compliqués, complexes. Donc merci à vous d'être avec nous et de nous accompagner avec votre humour et votre spiritualité. Donc nous aurons un débat qui va essayer de tenir en 1h30, on va essayer de tenir le timing en 3 temps. Je l'ai dit, la conclusion sera faite par les 2 économistes de la culture qui vont essayer de nous donner
peut-être des pistes de réflexion sur un modèle social. Est-ce que la culture est un modèle social peut-être d'avant-garde? Est-ce qu'il y a des pionniers dans le monde de la culture qui nous permettent de dessiner ce modèle social? Nous allons aussi, dans un deuxième temps, réfléchir avec tous ces acteurs que vous voyez à côté de moi à l'émergence de nouveaux artistes. Comment est-ce que l'on fait démarrer, comment est-ce qu'on donne des coups de pouce, des coups de levier à des acteurs du monde culturel. Et bien sûr, j'imagine que toutes ces personnes se définissent aussi un peu comme des chefs d'entreprise. Et pour démarrer, eh bien avec Manuel Gautran, architecte qui a gagné de très nombreux prix, qui a réalisé aussi des lieux culturels comme le LAM, le musée qui est dans le nord de la France, la Gaîté Lyrique, beaucoup d'autres projets. En ce moment, un chantier énorme en Australie. Nous allons donc essayer de débattre de cette question du lien entre l'entreprise et la culture. Est-ce que les acteurs du monde culturel sont aussi des chefs d'entreprise? Stéphane Richard, avec Orange, bien sûr, n'a plus à démontrer qu'il est un acteur très important du monde de la culture, que ce soit en production, en acquisition, en diffusion de biens culturels. On parlera bien sûr aussi avec vous de cet enjeu qui est aujourd'hui celui qu'on appelle de la convergence entre les contenants et les contenus. Et puis on va démarrer, si vous le voulez bien, avec Tonje Bakang, qui a un parcours assez étonnant. Moi, j'adore votre vie, qui est encore une vie très jeune. Vous avez une trentaine d'années, mais vous avez fait déjà tellement de choses. Vous êtes né à Paris, dans le 13e arrondissement, juste après l'école alsacienne. Juste après le bac, vous avez créé une entreprise. Vous aviez donc à peine 18 ans. Et puis ensuite, vous avez exercé dans le monde de la culture avec des comédiens, ce qui a donné naissance ensuite au Jamel Comedy Club. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête je passe les étapes parce que vous avez fait tellement de choses, mais bon, je vais un peu vite. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'AfroStream, qui est la première plateforme de vidéo à la demande avec des contenus spécifiques. Quels sont les contenus que vous proposez chez AfroStream? Alors, bonjour à tous et merci pour l'accueil que vous nous avez réservé aujourd'hui. AfroStream est une plateforme qui met en avant le contenu afro. Alors, qu'est-ce qu'est le contenu afro? Ce sont des histoires centrées sur des afrodescendants, des films et des séries africaines, afro-américaines, caribéennes, qui sont finalement introuvables sur les grands médias européens et quelquefois même sur les médias africains sur lesquels on diffuse beaucoup de telenovelas et peu d'histoires locales. Aujourd'hui, le monde afro s'ouvre, l'Afrique émerge et ces millions d'individus sont à la recherche de leur réflexion, de leur image. Une image finalement de nouvelles richesses, de nouvelles ambitions. Et AfroStream est là pour délivrer toutes ces histoires. Vous étiez au démarrage déjà un créateur d'entreprise, je l'ai dit, vous avez eu l'idée de votre première entreprise à peine âgé de 18 ans. Est-ce que vous aviez tout de suite cette mentalité de manager ou est-ce que le monde de la culture vous a toujours passionné? J'ai très tôt développé un amour pour les arts. À l'âge de 14 ans, je me rêvais en réalisateur et producteur, chose que j'ai fait à un moment. Et finalement, pour moi, entreprendre est une pure création artistique. C'est finalement être entrepreneur, c'est vivre le futur au présent, déjà se projeter, imaginer et dessiner un projet. Et cette énergie m'anime et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à développer AfroStream. AfroStream est un projet génial pour moi parce qu'il allie finalement l'audace de l'entrepreneur et la création artistique. 6 mois après notre lancement, on a la chance d'avoir une très forte croissance. Notre développement se fait à travers l'acquisition de programmes. Donc je suis constamment en contact de grands studios ou de petits producteurs indépendants. Et l'ambition à moyen terme est de nous lancer dans la production originale. L'ambition dans 10 ans est de faire d'AfroStream le premier diffuseur de contenu afro, mais aussi l'un des plus gros producteurs africains de contenu. Est-ce que AfroStream, c'est né aussi d'une frustration? Vous parlez de contenu afro, il en existe. C'est vrai, quand on pense à l'Afrique et à la production cinéma, on pense à Nollywood, au Nigeria, qui produit beaucoup de choses et parfois il y a de tout, hein. Il y a de bonne et mauvaise qualité. Est-ce qu'il manquait quelque chose dans ce domaine de la production afro? Alors je pense qu'il manque une vraie industrialisation du contenu. On parle d'industrie culturelle et il faut voir le continent africain et la production afro mondiale, même ce qui se passe aux États-Unis, comme l'État d'Hollywood dans les années 60.
Donc il y a toute une industrie à construire et il y a forcément une convergence là entre les télécoms et le contenu. J'en parle particulièrement en Afrique, là où le smartphone va devenir le premier écran. Il y a plus de 100 millions d'abonnés chez Orange en Afrique. Orange qui est un partenaire. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Et finalement, lier le contenu comme ça à la diffusion digitale va permettre une accélération du développement de l'industrie culturelle en Afrique, notamment. Et prenons le temps encore de parler de l'Afrique, parce que c'est vrai qu'il suffit de mettre un pied en Afrique pour voir le bouillonnement, l'énergie, la créativité de nombreux acteurs sur place. Le monde de demain, il est en Afrique. La manière de voir des films, par exemple, ça se fera sur des smartphones. La manière de payer, ça se fera sur des téléphones portables. Le téléphone portable est au cœur de la vie des Africains. Il faut savoir que 60% de la population africaine a moins de 20 ans. Les jeunes sont très sensibles aux objets connectés, notamment le smartphone. La seule barrière aujourd'hui est le prix de la data, mais c'est des choses sur lesquelles les différents opérateurs travaillent. Il y a un avenir extraordinaire en Afrique à partir du moment où on créera des industries. Il n'y aura jamais de classe moyenne si sur place il n'y a pas de valeur créée. Et puis la diffusion de contenu sur des plateformes, j'imagine que ça fera réagir tout à l'heure. Glenn O'Farrell, Sana également, qui diffuse de manière numérique, tout comme Léonard Anthony, j'imagine qu'ils auront des choses aussi à vous dire. Vous êtes âgé d'une trentaine d'années, je l'ai dit. Est-ce qu'il est trop tôt peut-être pour donner un conseil à de jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui voudraient se lancer comme vous dans le monde de l'entrepreneuriat culturel ? Alors je ne pourrais pas me permettre de donner de conseils, mais j'ai eu la chance de rejoindre la Silicon Valley cet été dans un incubateur qui s'appelle Y Combinator et rencontrer un homme très influent qui s'appelle Paul Graham. Et son conseil, c'est juste faites des choses que les gens veulent. Aujourd'hui, il est facile de discuter avec des utilisateurs potentiels, juste d'analyser leur comportement. Et aujourd'hui, les internautes expriment très clairement ce qu'ils veulent. Ce qui m'a permis de lancer AfroStream, ce sont des pétitions, des forums sur lesquels des milliers d'internautes se plaignaient de ne pas avoir accès à du contenu. Alors, au lieu d'aller combattre un système ou aller me plaindre, j'ai finalement répondu à cette demande. Donc juste, lancez-vous. N'attendez pas de faire un produit parfait. Il se construira au fur et à mesure en fonction des retours des utilisateurs. Et très rapidement, vous aurez des relais. J'ai eu la chance d'avoir le soutien notamment d'Orange, mais d'investisseurs qui ont très rapidement pris conscience du projet dans lequel je m'étais lancé et ont investi des millions pour nous permettre de satisfaire cette demande. Donc soyez à l'écoute de votre audience et juste faites quelque chose que les gens veulent. Merci. Et vous avez donc répondu positivement à la question qui était posée, est-ce que les créateurs sont des entrepreneurs comme les autres ? On l'a bien compris. Je voudrais maintenant passer la parole à celui qui vous soutient, et on comprend, en vous écoutant, en voyant votre enthousiasme, on comprend pourquoi il vous soutient. Vous avez... Ça a été dit un tout petit peu, et je pense que ça va faire réfléchir aussi tout à l'heure Léonard Anthony. On voit bien que vous n'avez pas cherché à vous plaindre, il y a eu des obstacles dans votre vie, mais vous avez cherché à les surmonter. Puis surtout, pour vous, j'ai l'habitude de dire que construire, c'est déconstruire. Vous avez déconstruit les préjugés pour essayer de construire quelque chose. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on devient un entrepreneur à la tête d'une entreprise comme Orange, Stéphane Richard, en étant dans la construction, mais aussi la déconstruction de tout ce qui peut nous gêner, peut-être, toutes ces barrières, tous ces obstacles ? Sans doute, c'est un exercice un petit peu différent, parce que Orange, c'est une grande organisation qui est enserrée, je dirais, dans un réseau de contraintes de toutes sortes, qui doit prendre en compte des éléments politiques, financiers. Et donc, la vie de patron d'Orange est peut-être... certains jours moins excitante, ou en tout cas moins épanouissante peut-être que celle d'un jeune entrepreneur comme mon voisin de droite, qui est un garçon formidable. Ceci étant dit, au fond, le défi qui est le nôtre, enfin là je parle de diriger un groupe comme Orange, c'est celui de garder quand même cet esprit d'entrepreneur, qui est un peu ma culture aussi, moi,
Ça n'a pas été forcément celle de tous mes prédécesseurs, mais en tout cas, c'est moi c'est ma vie et c'est la façon dont j'exerce ma responsabilité aujourd'hui. Et je crois que c'est très important de garder cet esprit. Ça veut dire aussi d'abord une ouverture sur l'extérieur, une ouverture vers le vrai monde de l'entreprise, c'est celui des créateurs d'entreprise. C'est la curiosité, c'est la prise de risque, le goût du risque. On vit dans un monde aujourd'hui qui est totalement adverse au risque, et de plus en plus. On est tous gouvernés par la peur, en fait. La peur des polémiques, la peur des contentieux, la peur de telle ou telle autorité qui pourrait venir interrompre un projet ou créer des difficultés. Et donc, finalement, ce que l'entrepreneur ou l'esprit d'entreprise apporte, c'est cette faculté à dominer ses peurs, à se projeter dans l'avenir quand on croit que quelque chose est bon, et bon pour les utilisateurs, et bon pour les salariés aussi. Moi, je raisonne plus par rapport à mes salariés, parce que j'en ai un petit peu plus. Voilà, donc oui, bien sûr, une entreprise, ça reste une entreprise, qu'elle soit très grande comme Orange, avec 160 000 salariés, ou débutante avec 7 employés. Voilà, mais bientôt il y en aura 160 000. Et ça reste une entreprise. Il vient de lever plusieurs millions d'euros il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'Orange est une entreprise culturelle ? Orange est une entreprise, on peut dire, en partie culturelle, oui, parce qu'on a des bouts d'Orange qui sont vraiment des entreprises culturelles. Hein. Le studio de production de cinéma, par exemple, qui est vraiment, on peut dire, complètement une entreprise culturelle. Bon, après, si je suis honnête, je dirais que Orange est d'abord une entreprise de technologie, une entreprise de service, qui s'adresse à un public très large, 260 millions de clients Orange dans le monde, un peu plus de 100 millions en Afrique. C'est ça, je dirais, ce qui fait les fondements d'Orange. Mais ce qui fait la particularité d'Orange, peut-être aussi dans ce monde plutôt techno, hein, quand même, qui est le nôtre, c'est son amour de la culture, son ouverture vers la culture, le fait qu'elle se sent une mission d'accompagner l'industrie culturelle et l'économie culturelle à travers beaucoup d'outils, pas seulement du mécénat, hein, on en parlera, mais aussi des outils plus dirigés vers l'investissement. Par exemple, le fait qu'on soit un des partenaires au capital d'AfroStream, ou qu'on ait des programmes d'incubation ou d'accélération de start-up, y compris dans le domaine de la culture. Le fait aussi, et je veux juste dire ça, que dans un monde plutôt techos, j'allais dire, avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de développeurs, etc., Orange a toujours conservé une dimension très sociétale et aussi artistique, et en particulier dans nos laboratoires. Et je sais qu'il y en avait un membre éminent hier. Ici, on a beaucoup de sociologues, on a des ergonomes, et on a aussi des artistes. Et nous avons fait, je raconte juste ça, on a un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Art Factory, et qui consiste à créer une résidence pour des artistes à l'intérieur, au centre même, au cœur du campus innovation que nous sommes en train de terminer et qui va être bientôt inauguré par le président de la République, dans quelques semaines, à Châtillon, qui est le plus grand regroupement de chercheurs et d'ingénieurs, je crois, aujourd'hui en France. Puis il y en aura plus de 3500 dans la région parisienne. C'est là qu'on va vraiment regrouper toutes nos forces vives en matière d'innovation. Et au milieu de cela, on va faire cette résidence pour artistes, avec l'idée vraiment de créer un lieu d'échange entre des développeurs, des ingénieurs et des artistes autour de projets, et on les accueillera, on leur donnera des moyens. Et donc on mise beaucoup sur ce caractère extrêmement fécond finalement de la rencontre entre ces mondes de l'art sous toutes ses formes et de la technologie et du numérique. Et justement, si je poursuis votre idée, est-ce que les artistes peuvent bousculer un peu le monde des ingénieurs qui est parfois un peu monoculturel, et est-ce que
Dans votre vie personnelle, vous avez fait déjà ce lien, vous avez rapproché l'entrepreneur que vous êtes de l'artiste que vous êtes aussi, quelque part, puisque vous êtes pianiste. On vous voit très souvent au cinéma, à l'opéra, et vous aimez aussi la gastronomie. Tarte au citron, c'est-à-dire, on m'a dit que c'était votre passion. J'ai une grand-mère bordelaise, il faut dire. Donc vous-même, effectivement, vous avez fait ce lien. Et est-ce que dans votre entreprise, vous essayez de... Quelles sont les solutions que vous avez trouvées justement pour que les artistes puissent bousculer peut-être un petit peu le reste des salariés? Alors, il y a donc toutes ces opérations, ces projets qui consistent à mettre des artistes au milieu, mais physiquement au milieu de nos chercheurs. Bon, j'ai cité le projet de Art Factory, il y en a d'autres. Le NUMA Alors, il y a le NUMA, absolument. On est un partenaire fondateur en fait, du NUMA. NUMA, c'est un lieu à Paris tout à fait extraordinaire que j'engage tous ceux qui ne le connaissent pas à y aller, qui est une espèce de maison, un peu une tour de Babel dans laquelle il y a beaucoup de start-upers, beaucoup de jeunes et des artistes aussi. Donc on est vraiment dans cette rencontre-là. On a un site historique du groupe également à Paris, le site Bonne Nouvelle, où on a créé, en fait, on a reconverti un plateau qui était un plateau téléphonique dans un lieu assez étonnant aussi, où de la même façon, il y a des artistes invités qui viennent, des architectes, et puis des techniciens, des chercheurs. Donc, on encourage beaucoup ça. C'est vrai aussi que, vis-à-vis des salariés d'Orange, on fait aussi beaucoup pour leur faire vivre eux-mêmes notre engagement dans la culture. Je pense au cinéma, notamment. On est, je sais bien Isabelle, un partenaire important du monde du cinéma, à travers le studio, mais aussi à travers OCS, et puis on est un partenaire historique du Festival de Cannes, le grand événement du cinéma, et tout cela a beaucoup de résonance à l'intérieur de l'entreprise. Donc, chez Orange, dans tous les sites, etc., on vit tout cela. Donc voilà, c'est peut-être la personnalité un peu de l'entreprise. Et c'est la personnalité du chef d'entreprise. Une dernière chose, vous voyagez beaucoup. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous inspirent parfois quand vous voyagez, des best practices? Et comme je le disais un peu, moi c'est vrai que parfois quand je voyage, justement, je m'étonne parfois de certains conservatismes français. Vous avez parlé de la société de la peur. Est-ce qu'il y aurait peut-être une idée que vous aimeriez voir fructifier en France pour que justement les entreprises culturelles soient encore plus vaillantes? Bon, c'est vrai que, comme beaucoup de chefs d'entreprise, je pense, qui rayonnent beaucoup dans le monde, on est, beaucoup d'entre nous, frappés par cette sorte de défaitisme, de déclinisme, d'auto-flagellation qui est très forte en France quand même. Et on est plutôt assez frappés par les atouts de notre pays, la vitalité de ce pays, malgré tous les problèmes qu'il peut rencontrer, la vitalité des créateurs d'entreprises, la force de sa culture, de son industrie culturelle, de son économie culturelle, qui a un rayonnement incroyable. Tout le monde sait qu'au CES de Las Vegas, en fait, les Français aujourd'hui sont la deuxième communauté mondiale derrière les États-Unis. Donc, c'est la deuxième communauté, les Français aussi dans la Silicon Valley, en termes de nombre. Donc tout ça, c'est quand même des choses incroyables. Et c'est vrai qu'on ne se retrouve pas beaucoup dans ce discours toujours assez noir qui dépeint l'économie française. Donc ça serait changer un peu les mentalités ? Ah, je crois. Moi, je crois que... Alors, c'est évidemment très difficile à faire, finalement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui concourent à ça et qui entretiennent cela. Mais en même temps... quand on voyage beaucoup dans le monde, on est quand même frappé par les atouts de la France. Et finalement aussi par, pardon de le dire, ça peut paraître un peu provoquant, mais par une certaine efficacité de son modèle. Son modèle, par exemple, dans le domaine de la culture, la fameuse exception culturelle, mais quand même, quand on regarde un peu ce qu'est le cinéma, ce qu'est devenu le cinéma dans la plupart des grands pays européens, on trouve que la France a quand même une place tout à fait extraordinaire et qu'elle arrive à maintenir. Deuxième exportateur mondial de films. Deuxième exportateur mondial de films. Et puis, l'autre exemple, c'est vraiment la création d'entreprises dans le numérique, qui est quand même le futur, où là aussi, on a une population de créateurs d'entreprises et un nombre d'ailleurs de projets qui est absolument incroyable et qui est presque disproportionné par rapport à la taille du pays. Donc moi je préfère parler de cela, je trouve que c'est plus... d'abord ça rend de meilleure humeur, ça rend plus optimiste, et puis c'est aussi ça la réalité française.
Et Paris, capitale des startups, et bien sûr, on le sait, le numérique, l'innovation, qui sont sans doute ce qui nous permet de mieux faire la jonction entre l'économie et la culture. Je voudrais maintenant passer la parole à Manuel Gautran. Est-ce que je peux vous définir comme à la fois architecte et chef d'entreprise? Oui, assurément. Je pense qu'on ne peut pas être un bon architecte si on n'est pas en même temps un bon chef d'entreprise. Et je me permettrai, si vous m'autorisez, à juste rendre un petit hommage en démarrant ces paroles par un hommage à Zaha Hadid qui est décédé hier et qui était une immense architecte et qui, pour moi, représente bien ce que doit être un architecte aujourd'hui, une personne très engagée, très créative. Je pense que l'architecture est une discipline complexe. C'est un métier compliqué, difficile, où on reste vulnérable, parce qu'on est très créatif et que plus que certains artistes, on doit créer des projets avec énormément de contraintes qui sont de respecter des besoins, un usage, un contexte, d'écouter une demande, une commande. Et en même temps, il y a un plus qui n'a pas de prix. C'est-à-dire quand on a déjà répondu à toutes ces questions-là, il y a quelque chose qui est bien plus important et qui va au-delà de ces réponses de base. C'est la valeur artistique d'une œuvre, d'un bâtiment. L'architecture, c'est vraiment un métier où il faut être extrêmement créatif et conserver cette créativité malgré les contraintes. Et je pense qu'un bâtiment qui est réussi, c'est un bâtiment qui justement arrive, après avoir rempli ses objectifs, à donner de l'émotion, à marquer vos mémoires. Un bâtiment traverse les époques, il marque notre paysage urbain. Et finalement, il fait partie de notre mémoire collective. Et un grand architecte, c'est un architecte qui est capable d'exprimer sa personnalité dans ses œuvres, comme Zaha Hadid l'a fait, qui est capable de donner de l'émotion et aussi de savoir faire réagir, de faire réagir aussi sur la question du beau. On ne parle pas assez de la beauté. Donc un architecte est un créatif, est un artiste. Et je pense que quand il réussit parfaitement à donner cette émotion qui va bien au-delà d'un usage, il a réussi et il est un énorme facteur de valeur ajoutée. Et pour réussir tout cela, parce que l'architecture est une longue aventure, un bâtiment, ça représente plusieurs années de travail. Il faut être un excellent chef d'entreprise. Je pense que donc il n'y a pas de bon architecte sans être bon chef d'entreprise, parce qu'on n'est pas tout seul. C'est un travail d'équipe. Et je pense que c'est un métier qui demande tant de choses qu'on est obligé de partager avec une équipe et on est obligé d'emmener son équipe dans une relation extrêmement soudée, de l'emmener dans ses rêves et dans ses convictions. Donc il y a une relation humaine à tisser qui est au centre de l'acte de création. Et puis il faut aussi un cadre, une structure, une organisation. On n'est pas complètement des artistes non plus. Et je pense qu'il faut garder une organisation légère, il faut savoir être très souple. On vit une société compliquée mais en même temps extrêmement riche, où je crois que la clé du succès est de garder le goût du risque. Et pour cela, il faut un cadre assez léger. Je pense qu'on commence à avoir peur, finalement, peut-être quand on est trop protégé, quand on a trop d'acquis, quand on se sent trop en sécurité. Et à l'inverse, la souplesse, la légèreté nous permet de garder cette fraîcheur et cette créativité qui est quelque chose qu'on doit cultiver. Voilà, on démarre un projet... Comme ces artistes que je vois au-dessus, on démarre chaque projet par une page blanche. Donc il y a une prise de risque. Et cultiver une prise de risque permanente dans ce que l'on crée, c'est fondamental. Et pour cela, je pense qu'il ne faut pas être trop protégé.
Et je voudrais pas dévoiler quand même votre vie privée, mais c'est vrai que hier soir, nous sommes quittés après le dîner à plus de minuit. Et vous m'avez dit, je vais continuer de travailler pendant au moins 1 heure. Vous travaillez énormément. Je rebondis sur ce que disait Stéphane Richard. En France, c'est vrai qu'on a un sacré modèle, mais en même temps, on travaille beaucoup. On a une forte productivité. Quand on est architecte comme vous, ça veut dire, vous l'avez très bien dit, il faut être gestionnaire, il faut embaucher, il faut former, il faut faire face à des périodes de suractivité. On voit d'ailleurs certains de vos monuments, certains de vos bâtiments qui défilent derrière nous. Et puis il y a peut-être des périodes de creux. Comment vous faites? On est en plein débat sur la loi El Khomri. Comment vous faites pour justement être cette chef d'entreprise qui doit gérer tout cela? Je pense qu'on est évidemment pas des entrepreneurs comme les autres, que la créativité nécessite effectivement une structure agile et souple qui puisse rebondir et qui puisse effectivement faire face à des à-coups. Donc des CDD plutôt? Oui. Et puis, je pense aussi qu'il y a des formes, effectivement, mais je pense aussi qu'il faut beaucoup travailler sur la motivation. Je pense qu'on n'est pas seul et la réussite, elle passe encore une fois par l'échange, par la capacité de partager. Moi, je partage beaucoup avec mes équipes. Il faut les emmener dans sa propre aventure. Il y a une espèce de générosité, et je pense qu'on travaille extrêmement dur. Et en échange, il faut savoir partager et raconter ce qu'on vit, faire aussi part de ses craintes et de ses angoisses, parce que être créatif, ça n'est pas un long chemin tranquille, il y a des hauts et des bas. Mais ce que je peux dire aussi, quand on voyage, on a toujours, moi quand je voyage, j'ai toujours un petit pincement en me disant effectivement ailleurs ça va être mieux, ils ont plus de courage, ils ont plus d'ouverture, ils ont plus d'ambition. Ils ont moins de normes aussi. Ils ont moins de normes, oui. Et finalement quand je reviens, je me rends compte que on est un pays compliqué, l'Europe est un pays compliqué parce qu'on a une histoire extraordinaire et qu'on vit avec ça, et on a peut-être moins de légèreté, on a une mémoire qui est riche et donc complexe par sa richesse, mais vous l'avez dit, on a une grande efficacité, on travaille beaucoup et je pense qu'on a une efficacité au travail, justement, qui peut-être vient du fait qu'on a tellement de contraintes qu'on a une certaine agilité pour rebondir sur ces contraintes. C'est comme une gymnastique, en fait. Peut-être un mot sur le principal obstacle aujourd'hui pour vous, ou le moyen de le dépasser? Je pense qu'un des obstacles aujourd'hui revient à cette question de la peur. J'aime pas parler de la France parce que je me sens européenne avant d'être française, mais je pense que dans un certain nombre de pays européens, la modernité et l'innovation font parfois un peu peur. Bon, en particulier, je pense en France. Quand même. Et justement, vis-à-vis de l'architecture, je pense que la France a un rapport compliqué à l'architecture parce qu'on a un patrimoine qui est exceptionnel et on n'a pas forcément cette ouverture, cette audace de confier la construction d'un bâtiment à un architecte vraiment d'auteur qui va mettre toute sa personnalité dans son œuvre, qui ne va pas construire un bâtiment générique, mais un bâtiment qui est une vraie œuvre innovante, personnelle. Je pense que la culture française ne s'oriente pas aussi naturellement vers l'architecture que ce qu'elle ne peut le faire vers le cinéma, la littérature, etc. Et c'est vrai que j'aimerais bien que le français soit plus ouvert à l'architecture contemporaine, qu'il y voit la capacité de renouvellement de son cadre de vie, de pouvoir abriter ses nouveaux usages, qu'il soit plus sans a priori. Par rapport à une architecture qui doit être visionnaire, parce que si elle est visionnaire et qu'elle est exceptionnelle, elle va donner de la valeur, elle va vraiment amener de la valeur, et puis elle constituera le patrimoine de demain. Merci à tous les trois de nous avoir aidés dans ce premier temps de réflexion à tisser ce lien donc, entre les créateurs et les entrepreneurs.
Et puis on voit bien à quel point, effectivement, c'est très inspirant de vous entendre. Hein, et on se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'entrepreneuriat culturel. On va s'offrir donc maintenant un deuxième temps de réflexion avec vous pour essayer de voir comment on peut essayer, là encore, de donner des coups de pouce, des coups de levier pour faire émerger de nouveaux créateurs. J'ai peut-être envie de me tourner vers ceux qui sont plus tournés vers le numérique. Est-ce que c'est pas ça le meilleur levier? On démarre peut-être avec Léonard Anthony, rapidement. Je vous présente. Donc, vous avez cofondé les éditions Versilio et puis vous avez créé quelque chose de très nouveau qui est un slog, un mélange entre le site et le blog. Et vous cherchez en fait, et vous réussissez à révolutionner le monde de l'édition. C'est un grand mot. si, quand même. En publiant en ligne des auteurs comme Marc Lévy, mais beaucoup d'autres. Est-ce que le numérique... c'est vraiment ça, pour vous, la clé pour faire émerger de nouveaux talents aujourd'hui et les faire connaître? Il y a plusieurs choses dans le numérique, mais je rejoins ce qui a été dit avant. La première chose, c'est qu'il faut partir du besoin. Donc, quand on a commencé à créer le slog, on s'est posé une question toute simple. On a pu observer que beaucoup d'auteurs cherchaient à communiquer auprès de leur public, à avoir un lien beaucoup plus direct, et il n'y avait pas vraiment de solution proposée. Il y avait des blogs d'un côté, il y avait des sites de l'autre, et il fallait investir à chaque fois. Et donc l'idée partit de là en disant, on a un besoin pour nos propres auteurs, qu'on va aussi ouvrir aux autres. Et ça a été assez simple, de pouvoir mettre en place un outil qui répond à la réalité. La deuxième chose, c'est évidemment l'édition numérique. Donc, là, la question se pose, je crois, se pose même pas, parce que sur des tablettes, sur des téléphones qui sont, comme vous l'avez dit, dans nos poches en permanence, qui font partie de notre quotidien, se dire que le livre ne fait pas partie de ce support-là serait un suicide. Donc le contenu et, j'allais dire, la création d'une œuvre est disponible sur papier, dans un grand format, dans un format poche, et naturellement dans un format numérique. Et nous avons vraiment voulu investir ce terrain parce qu'il nous semblait juste, judicieux, parce qu'il ouvre aussi de nouvelles possibilités créatives. On l'a vu hier dans les projets qui avaient été sélectionnés. Et je crois qu'on est vraiment à l'aube de ces démarches-là. Je pense aussi, tel que vous l'avez dit, que la peur est quelque chose de significatif qu'il va falloir dépasser, et que tout ce qui vient et qui apporte une nouveauté suscite des craintes, et dans des milieux qui sont particulièrement protégés, qui incarnent la culture, qui incarnent des valeurs, on a peur d'y toucher. Et là... le digital joue un rôle fort parce qu'énormément de personnes arrivent avec des idées nouvelles. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois que c'est 25% du chiffre d'affaires de l'édition aux États-Unis, et en France, il y a un avenir pour l'édition numérique? Il y a forcément un avenir. Éditeurs? Oui, il y a forcément un avenir. Il y a un avenir déjà pour le rendre disponible, le contenu qui ne l'est pas. Je crois qu'il y a des politiques de numérisation qui sont en cours parce qu'il y a aussi du fond. Nous, on a eu le cas... d'un auteur dont tout le fond n'était plus disponible du tout. Je pense à un auteur qui s'appelle Daniel Thierry. On a rendu disponible en numérique le fond, c'est devenu un best-seller en numérique. On a vendu plus de 30 000 exemplaires en quelques mois, ce qui est significatif dans le monde de l'édition. Et je pense sincèrement, je pense que nous sommes vraiment à l'aube. Il y a énormément de choses qui vont être faites, y compris en matière de création. Et voilà. Et donc je pense que l'arrivée de nouveaux acteurs dans le monde du digital et qui pourront rejoindre des structures établies et l'ouverture d'esprit qui naît maintenant dans le monde de l'édition, fait qu'énormément de possibilités sont à venir. Autre acteur du numérique, à vos côtés, Glenn O'Farrell, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au Canada. Vous êtes à la tête d'un groupe de médias, TFO, qui diffuse des contenus, des programmes, mais plutôt dans le domaine éducatif. Est-ce que pour vous aussi, le numérique, c'est un peu cette clé pour faire émerger de nouvelles créations? Ou comment est-ce que vous envisagez justement l'émergence de ces nouveaux artistes? Comment les faire connaître? Bien, merci. Et merci de l'invitation qu'on m'a fait pour participer à ce forum. Oui, Groupe Média TFO est une entreprise qui œuvre dans le secteur média, mais qui est fondamentalement une entreprise d'éducation. Et c'est une entreprise qui est vieille de 30 ans, mais il y a 5 ans, se voyait face au mur du numérique, finalement. Et une entreprise en déclin où on opérait une station de télévision linéaire, où les ratings étaient vraiment en chute libre, au point où on avait cessé d'être abonné au service de rating, tellement que les chiffres n'étaient pas encourageants. Alors, on cherchait à faire peau neuve.
Et on cherchait un rendez-vous avec le numérique justement pour s'en servir comme levier pour les contenus éducatifs. Alors voilà qu'on a pris l'entreprise qui avait environ 200 employés, on l'a vraiment transformé. On a fait une restructuration, un repositionnement, un rebranding. Exemple, on a pris tout le monde qui était de près ou de loin au contenu et on a changé leur description de poste pour leur demander de devenir des intervenants sur les médias sociaux. Pour tous ces gens, ceux qui avaient une expérience avec les médias sociaux comme ceux qui n'en avaient pas, pour les rapprocher du contenu, mais aussi les rapprocher de leur public et leur donner la redevabilité de leur contenu face à leur public et d'avoir le feedback du public. Et pour nous, ça a été une façon de faire une transformation culturelle de l'entreprise pour se numériser dans sa façon de penser, cesser de penser télévision et devenir vraiment joueur des plateformes mobiles en particulier, parce que nous cherchons, bien entendu, avec une clientèle jeune de 2 à 12 ans, à s'approcher de cette clientèle-là. Donc, chez nous, ça se vit comme ça se vit avec des intervenants qui sont créateurs, producteurs. Nous avons fait des transformations de postes pour prendre des gens qui étaient de la télévision conventionnelle et puis de développer une toute nouvelle gamme de postes visant à favoriser des compétences numériques, tant des gens de l'interne que des gens que nous avons recrutés. D'ailleurs, phénomène intéressant, les Français sont présents en bon nombre chez nous, à Toronto. D'ailleurs, nous avons 33 pays représentés parmi 200 employés. Pour vous donner un peu l'idée de la diversité d'une ville comme Toronto et d'un employeur. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises de médias publics de ma carrière, mais je n'ai jamais vu une diversité aussi grande et aussi énorme. Et je pense qu'elle sert la vocation numérique et la mission numérique du fait qu'on peut puiser dans tous ces talents. Est-ce que, je parlais avec Léonard Anthony du fait qu'il est en train peut-être de réinventer un modèle d'édition, l'édition de demain. Est-ce que vous avez l'impression d'inventer la télévision de demain ou l'éducation de demain? On n'a pas l'impression ni la prétention d'inventer quoi que ce soit, je vous assure. On suit beaucoup les tendances, on suit beaucoup les mouvements et on cherche à se positionner, peut-être pas en devant de la parade, mais pas trop loin pour manger la poussière de tous ceux de la parade. Alors on cherche à s'installer avec ce mouvement, mais loin de nous d'avoir la prétention d'avoir tout compris. Mais on a eu quand même la participation intelligente, à mon avis, de nos syndicats partenaires. Parce qu'il a fallu faire des réformes au niveau de nos conventions collectives. Parce que nous avions des conventions collectives à l'époque qui étaient unifonctionnelles dans la description de tâches. Donc, les employés faisaient une tâche. Caméraman, opérateur ENG, Chiron. Et le discours qu'on a fait était très simple. Si vous allez sur le marché du travail avec un CV comme celui-là, il ne s'engage pas beaucoup de Chiron Operator sur les rues de Toronto ou au Canada, de ce temps-ci, les gens sont multifonctionnels et recherchent de la multifonctionnalité. Donc, évoluer avec nous, parce que nous voulons déployer ces nouvelles technologies-là et nous voulons faire de la formation à l'interne de ces gens-là et les gens ont embarqué dans le coup. Alors, on en est très heureux et on en est très enchantés. Mais nous n'avons pas l'impression d'inventer, nous suivons et nous apprécions beaucoup les petits progrès que nous avon pu faire. Léonard Anthony? Je suis entièrement d'accord avec cette idée, et toujours pour rebondir sur le besoin. En premier lieu, je peux partager une expérience avec vous. Nous avons constaté, dans un certain nombre de pays où nous avons cédé les droits, nous sommes aussi agents littéraires, qu'un certain nombre de lecteurs manquaient d'informations et de liens avec l'auteur. Eh bien, en prenant des nouveaux outils, ce que nous offre le numérique, nous avons pu suivre le comportement dans ces pays-là, de comment réagissaient nos lecteurs. Et nous avons mis en place de nouvelles stratégies. Je prends un exemple très simple. Je vais partir dans les semaines qui viennent en Chine, où le marché du livre devient de plus en plus significatif. Et on s'est rendu compte que le travail sur les réseaux sociaux n'était pas du tout comparable à ce qu'on faisait en France. Les méthodes sont différentes. Eh bien, c'est aussi le rôle, c'est une nouvelle manière de penser l'édition. Mais c'est exactement ce que vous dites. Nous suivons un mouvement. Nous n'inventons rien, mais nous observons, nous écoutons. Et ça, c'est un point fondamental.
Le temps nous manque malheureusement et je voudrais donner la parole à tous ceux qui sont présents ici, mais je voudrais que ceux qui sont dans la salle prennent le temps peut-être tout à l'heure de regarder ce que vous faites sur le site Versilio. Et puis je me tourne aussi vers Stéphane Richard, puisque votre vie est un roman. Ça pourrait peut-être inspirer Orange Studio. On n'a pas le temps là encore de revenir sur tout ce que vous avez fait, mais un petit peu comme Tonje, vous faites partie de ces gens ces petits gamins qui regardaient par la fenêtre et qui ne voyaient que des tours et des cités et dans les quartiers difficiles comme on les appelle dans les médias. Et vous avez été vraiment bien au-delà de vos rêves en faisant, mais vous avez fait 1000 choses, votre vie est assez étonnante. Vous avez, quand vous étiez tout jeune, interviewé tous les grands du G7, tous les chefs d'État, Bill Clinton, Schroeder, etc. Et vous les avez questionnés, à l'époque c'était en 99, donc il y a vraiment, c'était au début de l'Internet, et vous les avez questionnés sur l'avenir justement du numérique. Et vous avez, voilà, j'ai pas le temps de tout citer, mais il a fait plein de choses, ça pourrait être un film formidable. Je voudrais qu'on reste un peu dans ce domaine, ouais, vraiment, on peut l'applaudir. On parlait de points communs, hein. Vous êtes tous très différents, mais je parlais de points communs, mais il y a justement cette volonté d'aller au-delà du risque et cette capacité à entreprendre est assez étonnante quand on vous regarde tous. C'est un plateau vraiment merveilleux. Je remercie encore le Forum d'Avignon de nous les avoir réunis. On va rester dans le domaine de l'éducation, les CD éducatifs, les bornes interactives, tout ce qu'on peut faire pour les jeunes, pour leur faciliter justement l'accès à la culture. C'est ce que vous faites aussi en Tunisie. Sana, vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle, je ne voudrais pas me tromper dans le nom, Sanabil Med. On m'a dit que ça voulait dire les épis de la Méditerranée, c'est ça? Donc les épis de blé, belle parabole, presque un peu biblique. En tout cas, vous avez, en tant qu'ingénieur, créé votre société. Vous avez d'ailleurs été élue, vous avez eu un prix de la meilleure femme chef d'entreprise. Il paraît aussi qu'en Tunisie, vous êtes réputée pour être une femme qui a beaucoup de caractère et de tempérament. Vous êtes fait remarquer dans les médias puisque vous avez tensé un homme un jour dans un aéroport, un policier qui vous demandait si vous aviez l'autorisation de voyager sans votre mari. Et il paraît que ça a fait beaucoup de coulées d'encre en Tunisie. Plus sérieusement, la culture des ingénieurs et le monde des artistes, on en a parlé un petit peu avec Stéphane Richard, je pense que ça aussi c'est votre lot quotidien. Et là encore, moi je voudrais savoir c'est comment en Tunisie, qui est un pays quand même où on connaît bien les nouvelles technologies, comment vous faites justement pour développer votre entreprise et qu'est-ce que vous avez trouvé justement comme moyen pour favoriser cette innovation? Merci. En fait, ce qui se passe en Tunisie, c'est exactement ce qui se passe un peu ailleurs, avec peut-être quelques contraintes en plus, mais un marché plus petit. Donc ça, c'est une distinction. Mais quand on est dans ce monde du numérique, de la création, du software, du e-learning, etc., on est dans un monde globalisé. Alors l'intérêt d'être acteur en Tunisie, c'est d'être acteur aussi dans un environnement multiculturel. Donc nous sommes éditeurs numériques de programmes éducatifs et ludopédagogiques pour les enfants de 3 à 12 ans, c'est notre cœur de cible. Et l'intérêt que nous avons, c'est que nous sommes trilingues. Et donc nous pouvons éditer dans les 3 langues. Français, anglais, arabe. Anglais, arabe. Et au fait, on vient répondre à un besoin qui est très intéressant sur le marché arabe en particulier, parce qu'il n'y a pas réellement de premium content, il y a du recyclage de pas mal d'anciennes productions cinématographiques, télévisées, etc. Mais au niveau du contenu original et nouveau, merci. Donc il n'y a pas beaucoup de créateurs, effectivement. Donc nous sommes opérateurs depuis bientôt 12 ans. Et nous avons quand même commencé avec un grand challenge dans un marché qui, sur le livre et sur le papier, sur l'édition classique, n'est pas très évolué. Et nous avons pris le challenge de faire réellement le numérique à pratiquement 100%. Et donc on a commencé avec le CD, les bornes, etc. Aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, donc on est sur les applications mobiles. Et ça, c'est notre challenge au quotidien. Notre vocation, c'est aussi d'asservir ces technologies au profit de l'éducation et de la culture. Notamment quand on a réalisé un grand projet au niveau au profit des handicapés, avec la Banque mondiale, etc. Ça s'appelle réellement créer de la valeur ajoutée et aplanir des difficultés pour une population qui est vulnérable et en termes de décrochage scolaire, en termes d'intégration dans le processus éducatif et culturel. Aujourd'hui, nous sommes sur un projet également qui est dans
dans la préoccupation générale. Donc nous sommes en train de créer un grand jeu éducatif au fait pour les réfugiés, pour les petits Syriens réfugiés dans les camps. Nous venons de tester le prototype bêta sur un camp de réfugiés en Jordanie et nous avons été présélectionnés par la coopération norvégienne pour aller développer justement ce grand jeu éducatif pour que ces petits réfugiés restent quand même dans leur culture à travers l'apprentissage de la langue arabe et avec des contes qui viennent de Kalila Wademna et tout ce qui est littérature arabe classique un petit peu. C'est formidable. Hein. Donc voici un peu les challenges que nous relevons au quotidien, parce que dans un monde globalisé, effectivement, on ne s'adresse pas uniquement qu'aux petits Tunisiens. Nous avons également réalisé pas mal de programmes pour l'éducation nationale marocaine. Quand on était en compétition sur l'ensemble des contenus numériques à fournir, bien sûr, sur le domaine scientifique, etc., on avait des concurrents de partout. Donc on avait les Français, on avait les Canadiens, on avait les Espagnols, les Américains. Mais quand il s'agissait de la langue arabe, donc on était réellement en tête de liste, ce qui nous a permis d'équiper à peu près 9730 établissements au Maroc avec des plateformes d'enseignement de la langue arabe, etc. Et donc l'action est éducative culturelle, mais surtout nous restons sur ce challenge des générations futures, parce que des contenus, il en existe. Il n'y a que des contenus en fait sur les stores, etc. Mais du contenu local ou avec l'identité culturelle donc, et les spécificités de la population en termes de... quand on prend un petit Tunisien, qu'on lui demande naturellement de dessiner une maison, il vous dessine automatiquement une maison avec des tuiles. Donc ça montre... Notre challenge, c'est de dire, quand on demandera dans quelques années à un enfant tunisien de dessiner une maison, qu'il la dessine en mode architectural tunisien ou méditerranéen uniquement. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à apporter parce qu'on est très peu visible et on est très peu nombreux, au fait. Manuel Gautran va vous aider à faire des petits croquis pour les enfants, pour dessiner des maisons. Je ne sais pas comment vous les dessinez, vous, les maisons. En tout cas, j'ai l'impression que le marché de niche, comme on l'appelle parfois, et ce dont parlait Tonje au début, est-ce que pour vous c'est l'avenir? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle génération aussi d'entrepreneurs culturels qui arrivent en Tunisie? Hier, on a eu la chance d'entendre la prix Nobel tunisienne, le prix Nobel de la paix, qui nous disait que la Tunisie était très vivante et debout. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a cette nouvelle génération tech en Tunisie? Et indéniablement, il y a cette génération effectivement effervescente. Il y a beaucoup de créations de start-up. Mais bien évidemment, les challenges, comme je l'ai dit, de l'entrepreneur ou de la start-up sont à peu près les mêmes. Et donc, il va falloir libérer les initiatives et aller plus au-devant sur des marchés plus globalisés et plus impactants donc à l'international pour une rentabilité assurée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la région arabe, il y a également un patrimoine à digitaliser et de là à en extraire quand même pas mal de contenu à mettre sur le marché de manière revisitée, etc. Et donc il n'y a pas que la création from the scratch au fait d'un contenu, mais il y a aussi tout le patrimoine qui n'a pas été réellement valorisé, qui n'a pas été revisité. Et avec les compétences qu'il y a aujourd'hui sur nos marchés et avec les jeunes qui ne demandent que l'emploi, qui ne demandent que de petites levées de fonds, de rien du tout, en fait, avec les business angels, etc., pour aller sur des marchés. Et puis, bien évidemment, on sait que ce n'est pas toutes les créations qui demeurent sur le marché. Et il y a un pourcentage de mortalité, mais quelqu'un qui a commencé l'aventure de l'entrepreneuriat ne pourra plus lever le pied, au fait. Même si un projet ne marche pas, il ira sur un autre. Ouais, et ça crée une communauté d'entrepreneurs qui est assez impressionnante. Et puis quand on vous entend tous parler, on voit bien que l'entrepreneuriat culturel, c'est vraiment le domaine de la passion. Vous êtes tous tellement passionnés qu'on se dit que ça vaut le coup d'aller entreprendre dans la culture. En écoutant ces 3 témoignages successifs, où on a bien vu les points communs quand même entre l'éducation, le goût de la culture, la démocratisation de la culture grâce au numérique, je voulais peut-être tendre la parole maintenant à Michel Cassenellen-Bogen du théâtre Le Public à Bruxelles.
Vous avez donc investi, vous aussi, un peu comme à la fois un artiste et un chef d'entreprise, un lieu qui était, je crois, une ancienne brasserie, que vous avez transformé en lieu culturel et en théâtre, petit à petit, avec notamment, je crois, différents systèmes capitalistiques. Vous allez nous expliquer comment vous avez fait grandir et vous avez nourri ce lieu qui est aujourd'hui un vrai centre névralgique à Bruxelles où le théâtre est bien vivant. Mais je voudrais faire peut-être le pont entre ce qu'on vient d'entendre et votre slogan qui est la culture, c'est le futur, c'est ça ? Ah non, c'est pas le mien, hein, c'est ce qui a été fait par C'est celui du Forum d'Avignon ? Oui, non, qui a été fait par un des caricaturistes. Ouais. Non, bonjour, merci de m'accueillir. Ce qui me frappe, parce que tout parcours entrepreneurial a ses particularités, et si avant d'entreprendre on avait pu établir des règles pour savoir ce qu'il fallait faire, on serait un certain nombre à les avoir suivis. Mais j'ai fini par ouvrir un théâtre à Bruxelles parce que l'acteur que j'étais dans mon pays ne pouvait pas vivre de son métier correctement. Parce que le marché en communauté française, c'est-à-dire la partie francophone de la Belgique, pour ceux qui ignorent encore qu'il y a 2 communautés en Belgique, enfin 3, enfin il y en a beaucoup plus, ne pouvait pas vivre de ce métier parce que la taille du marché n'est pas celui de la France ou du Canada ou des États-Unis, enfin des grands pays qui nous entourent. Et j'ai créé une entreprise à peu près à 20 ans dans le domaine de la communication pour pouvoir un jour ouvrir un théâtre et y faire ce que je croyais vouloir faire librement. Et donc j'ai eu la chance pendant une quinzaine d'années d'être en contact avec le monde de l'entreprise, tout type d'entreprise, de pouvoir réaliser pour les entreprises un grand nombre d'études de marché, d'actions, de marketing, de communication. Et puis quand j'ai ouvert le théâtre, j'ai essayé de faire le lien entre le monde de l'entreprise et le monde de la culture. Et c'était en 1994, c'est-à-dire 1974 plus 20. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un vrai clivage et que ce clivage était plus présent dans le monde de la culture que dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que, et ça a été dit ici, l'entrepreneur d'une manière générale va chercher à répondre à un besoin ou une attente. L'artiste va avoir un processus, surtout s'il est sincère, assez inverse. Il va tenter de proposer une œuvre, quelle qu'elle soit, auquel il croit, qu'il sent, qu'il veut partager, qui lui est nécessaire. Alors il peut espérer par la suite répondre à une attente, mais ce n'est pas son objectif premier. Le monde des artistes a donc excessivement peur du monde de l'entreprise, parce qu'on sait que, d'une part, le monde de l'entreprise a quand même des objectifs de rendement financier, et que pour être rentable, il faut correspondre à une attente. Et pire pour l'artiste, quand on a beaucoup de moyens, on peut créer le besoin. Et qu'on peut arriver à... Nous consommons tous un grand nombre de produits qui ne sont pas absolument nécessaires. Mais ça répond à une attente de continuer à desservir les produits qu'on a imaginés. Aujourd'hui, quelques années plus tard, il me semble que les artistes doivent faire un travail entre eux pour ne pas changer leur logique de fonctionnement, continuer à dire ce qui leur est essentiel, parce que le rentable ne définit pas obligatoirement ce qui est beau et juste. Mais ce qui est beau et juste peut également être rentable. Donc la qualité d'une œuvre artistique n'est pas définie par le nombre de gens qui y adhèrent, mais ni dans un sens, ni dans un autre. Je pense que le monde de la culture a besoin de transparence, d'énormément de transparence, parce qu'on vit dans un monde où, grâce au numérique, il y a une perte de repères, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir la nouvelle norme ou la nouvelle expression, ce qui, en termes de liberté d'expression, est quelque chose d'excessivement intéressant, mais qui permet, on a vu comment le numérique peut être utilisé au service de causes horribles. Donc ça ne reste qu'un média dont le contenu doit être défini avec un certain nombre de règles. Mais pour pouvoir vraiment intéresser le monde de l'entreprise à la culture, puisque moi je fais partie de ceux qui pensent que la culture
peut rendre excessivement productif dans tous les domaines. L'enrichissement intellectuel, la capacité de vivre entouré de beau. Quand on vit dans une belle maison, on est beaucoup plus productif que quand on vit dans un endroit horrible. Je veux dire, c'est d'une évidence. Et quand on est donc en rapport avec des œuvres magnifiques, on est plus productif. Je pense donc que le monde de la culture doit, se regarder et oser mettre à plat la réalité de qui est concerné par quoi, parce que nous sommes capables, gens de culture, artistes, d'être entourés que de gens qui confortent dans la grande diffusion ou la grande visibilité de ce que nous faisons, mais ce n'est pas toujours le cas. Et oser le débat, peut-être avec un chaînon manquant aujourd'hui, de voir... J'ai le sentiment que, par exemple, encore aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises qui s'intéressent à la culture, c'est défini par leur chef d'entreprise. S'ils ont, eux, un rapport direct à la culture d'une manière ou d'une autre, ils vont pouvoir amener progressivement leur entreprise à s'y intéresser. On n'a pas encore dans le monde de l'entreprise ce sentiment que c'est très très productif de travailler sur le culturel à d'autres niveaux. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. C'est déjà énorme et ça va certainement faire le pont avec les deux personnes qui vous encadrent. Raphaël Pichon, qui est à la fois chef d'orchestre et chef d'entreprise aussi, puisque vous avez créé l'ensemble Pygmalion, et Aurélien Bélanger, qui est écrivain. Un écrivain, c'est un petit peu comme ce que je disais à Manuel Gautran, à la fois artiste et entrepreneur, auto-entrepreneur. Vous gérez vos droits d'auteur. Vous vous considérez comme un chef d'entreprise à vous tout seul, Aurélien Bélanger? Et puis ensuite Raphaël aussi sur la même question. En fait, non, parmi tous ces innovateurs, je pense probablement le seul rentier parce que le métier existe, le métier est solide. De tous les métiers artistiques, c'est probablement l'un des plus anciens et l'un des plus résilients. Quand j'ai publié mon premier livre, les gens étaient assez inquiets du numérique. En fait, bon, il n'y a pas eu lieu de s'inquiéter et puis il n'y a pas eu grand-chose, d'inquiétant. Donc je remets des manuscrits à mon éditeur, il s'occupe de les commercialiser et je touche de l'argent en droit d'auteur. Donc en fait, je n'ai absolument aucune nécessité d'être entrepreneur. J'ai dû, pour des événements comme ceux-ci, où parfois on est payé pour faire des conférences, me créer un statut d'auto-entrepreneur et honnêtement, ça m'a accablé et j'ai quasiment renoncé parce que le nombre de démarches en fait, administratives qui est généré, de la même façon, c'est assez amusant parce que quand on est auteur et quand on vit de sa plume, ça marche aussi quand on est réalisateur ou d'autres métiers, on bénéficie d'un régime spécial qui s'appelle l'AGSA et quand la première fois on vit de sa plume, on se prend cette douche d'eau froide administrative, ces papiers, et d'un coup on se rend compte qu'en fait la vie va être un peu moins marrante, et puis c'est comme tous les métiers, c'est très administratif. Donc non, je suis pas un entrepreneur. Par contre, pour rebondir sur ces histoires de convergence, mon premier roman racontait l'histoire d'un concurrent historique de Orange à l'époque où c'était France Télécom. C'était l'histoire d'un entrepreneur qui ressemble à Xavier Niel, le patron de Free. Donc du coup, ça m'a été plutôt positif, parce qu'il y a eu une méprise un peu sur... j'aime beaucoup le destin des entrepreneurs et d'un point de vue romanesque, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, je suis devenu un peu indirectement le porte-parole de ces choses. Mais disons, méfions-nous quand même sur la convergence, parce que la convergence, elle a déjà existé historiquement. L'ancêtre du smartphone, en fait, on n'y pense pas, mais c'est l'appartement bourgeois du 19e siècle, avec un piano, avec un tableau, avec une bibliothèque. Donc, cette chose qui est incroyablement nouvelle, et effectivement c'est moins cher, effectivement c'est beaucoup plus universel, effectivement c'est ouvert au monde entier, alors qu'à l'époque c'était réservé à la bourgeoisie de quelques pays du monde. Bon, cette chose a déjà existé, donc n'exagérons pas, ne pensons pas que nous vivons une révolution. En tant que représentant d'un très vieux métier, en tant que romancier, j'ai pas de problème à considérer que certains absolus ont déjà été posés par Tolstoï, par Dickens, par Flaubert au XIXe siècle. J'ai aucun problème avec l'idée que le classicisme de mon art est peut-être derrière moi. Et c'est pas quelque chose qui me pénalise. Disons, quand on parle tout le temps des innovateurs et de la capacité d'innovation, etc., j'ai l'immodestie de penser qu'en littérature et en art, on a un siècle de recul derrière nous. On a été des innovateurs, on a été avant-gardistes bien avant tout le monde, bien avant que ça soit récupéré, disons au tournant des années 70, avec une sorte de, d'une relecture un peu ironique des thèses de Debord, etc. Bien avant que
l'avant-garde soit incarnée par les entrepreneurs, l'avant-garde a été incarnée par les auteurs. Ça n'a pas donné non plus quantité de chefs-d'œuvre monstrueux, donc je défends un classicisme serein dans ces questions. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour faire naître justement les prochains Tolstoï, les prochains Molière ou les prochains Cézanne ? Franchement, pas grand-chose, hein, c'est un miracle à chaque fois. Si on prend la quantité de littérature russe du 19e, personne ne la lit, c'est catastrophique, et il y a 10 noms qui émergent. Si on prend la totalité de la littérature française, c'est pareil. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose. Je voyais, il y avait un forum il y a 2-3 semaines qui s'appelait Trouvons le prochain Einstein en Afrique, quelque chose comme ça. Bon, c'est très sympathique, cette approche quantitative, effectivement, cette approche très data, et que par le nombre, on crée du miracle. Bon, historiquement, les miracles sont, hélas, vraiment miraculeux. Et c'est pas parce qu'on est vraiment très nombreux. Effectivement, quand on est bien éduqué, c'est plus facile de fabriquer des Einstein. Après, l'histoire nous prouve que les bonnes périodes historiques sont souvent liées à des lieux en déclin. Enfin, je sais pas, je pense à Vienne, au tournant du siècle, etc. Ne sont pas forcément des terres d'émergence historique. Et puis, il n'y a pas de secret. Ouais. On me signale que Stéphane Richard doit s'absenter dans 5 minutes, c'est ce qu'on m'a signalé. Donc je me permets de me tourner vers vous, si vous voulez peut-être apporter un mot, une dernière réflexion. Et puis comme il s'est inspiré, c'est vrai, dans la théorie de l'information chez Gallimard, c'est Xavier Niel qui l'a inspiré. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'objet de romans ou pas, non ? Vous avez déjà inspiré des romanciers. Mais sinon, si vous avez peut-être une réflexion à nous apporter avant de nous quitter. Alors sur la question du roman, je pense que ma vie est beaucoup moins aspirante que celle de Xavier, donc je lui laisse tout à fait cette caractéristique. Non, je me disais en écoutant tous ces intervenants, d'abord que j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Hein, je trouve qu'il y a eu des belles réflexions qui ont été échangées. Il y a peut-être juste un point. Que, en tant que représentant, je pense ici le seul d'une grande entreprise et qui est quand même assez éloigné, on va dire, du monde des startups et quand même un peu aussi du monde de la culture, même si on y est impliqué. Et je voulais aussi dire que moi, je considère qu'il est de notre mission, notre devoir presque, aussi d'être un partenaire au sens du mécénat, du monde de la culture. Cette relation de mécénat, d'ailleurs, est un point qui n'a pas été tellement évoqué. On parle de la culture et de l'économie, de la culture et de l'entreprise. Il y a aussi cette question du mécénat, qui n'est pas d'ailleurs propre à l'entreprise, qui est aussi une démarche individuelle, plus d'ailleurs dans la culture anglo-saxonne que peut-être en Europe ou en France, c'est dommage. Mais voilà, je voulais simplement rappeler que Orange est aussi un mécène important, à travers notamment sa fondation, qui appuie beaucoup de jeunes artistes, musiciens et, en particulier, et je suis assez fier que Orange le fasse, et s'appuie d'ailleurs pour le faire beaucoup, et c'est important de le dire, sur l'engagement des salariés d'Orange, parce que c'est pas simplement la danseuse du président ou voilà, une espèce de projet qu'on met pour se donner un peu bonne conscience et afficher quelques références. C'est vraiment un projet qui traverse l'entreprise. On a en tout près de 7000 salariés qui sont engagés au titre de mécénat de compétences ou en tant que volontaires dans tout un tas d'opérations menées par la Fondation, ce qui montre aussi que c'est vraiment voilà, une réalité qui va au plus profond de l'entreprise. Donc la mission des grandes entreprises, et en tout cas c'est comme ça qu'Orange le conçoit, c'est aussi d'être présent dans le financement de la culture en général et à travers en particulier le mécénat. Merci beaucoup Stéphane Richard, et puis merci Tonje, puisque vous devez partir aussi, vous devez vous absenter. Merci pour vos contributions, merci de nous avoir inspirés. Merci à tous les deux. Raphaël Pichon, on a envie aussi d'entendre votre point de vue sur le lien justement entre la vie des chefs d'entreprise. Est-ce que vous êtes un chef d'entreprise à la tête de cet ensemble Pygmalion, ou vous restez profondément un artiste, ou est-ce que le fait d'être un artiste, c'est ce qui vous aide justement à faire fonctionner votre entreprise ? Je vous dirais que je ferais peut-être la distinction entre un créateur et un interprète. Je fais donc partie de la catégorie des interprètes, et j'ai l'impression qu'entreprendre est presque le geste
naissant de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est totalement lié, le fait d'entreprendre avant d'interpréter. Il se trouve que donc, moi j'ai créé il y a 10 ans maintenant un groupe, un ensemble constitué d'un chœur, un orchestre, de musiciens de ma génération. Donc un chef d'entreprise, oui, par la force des choses, mais tout ça est intimement lié, tout simplement par l'idée de la finalité. J'ai fait ce choix, qui est un choix de liberté, un peu comme vous le disiez tout à l'heure aussi, un choix un peu pragmatique, parce que la France ne permettait pas, il n'existait pas déjà les structures ou les institutions capables de répondre à mes attentes, et il fallait pour cela créer de toutes pièces le groupe qui allait pouvoir répondre à cette boulimie et à ce projet que j'avais en moi. Et en même temps, la France est également aussi peut-être un endroit absolument inouï pour répondre à ce type de projet par l'intermittence, évidemment. Et quand même une des plus belles réponses extrêmement bien adaptées, même si elle a besoin d'être un petit peu corrigée, d'être un petit peu regardée de près. Donc, en tout cas, entreprendre, pour moi, est totalement lié encore une fois, à l'artiste. C'est indissociable. Et par contre, chef d'entreprise, oui. Avec aujourd'hui, j'ai l'impression, un défi un petit peu à part. On a beaucoup parlé d'idées de besoin, de répondre à un besoin. Évidemment, pour nous, on se situe exactement de l'autre côté. Il ne faut surtout pas chercher à répondre à un besoin. Et donc peut-être ce défi serait réussir à continuer à s'extirper du monde, pour ce qui est du fond, celui de notre création, de notre vie d'artiste, et en même temps peut-être apprendre à regarder un peu plus le monde, à comprendre le monde dans lequel on évolue, à être dans le monde réel sur la forme pour être capable de rayonner, d'exister dans le monde d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est ces deux choses-là qui sont souvent difficiles à lier, aussi parce qu'on attend de plus en plus, en tout cas je parle pour la musique et plus particulièrement peut-être pour la musique classique, un sentiment que justement on cherche à ce que les artistes répondent à un besoin de plus en plus, et qu'on on oublie beaucoup la notion de temps, la notion de liberté. Vous en parliez tout à l'heure, Manuel, c'est aussi cette notion absolument indispensable qui est la notion du risque. Voilà, j'ai l'impression que c'est comme je vous le disais, c'est cette idée de réussir à être absolument absent du monde et en même temps totalement lié au monde qui est peut-être la plus grande difficulté. Vous travaillez avec votre orchestre avec des instruments d'époque. Est-ce que vous pourriez juste nous dire quelles sont vos sources de financement ? Eh bien, il est déjà parti sûrement, mais Pygmalion, cet ensemble, a pu commencer à exister par la Fondation Orange. Je vous dirais qu'on est une génération qui vit à la fois un grand désarroi et une grande chance. Un grand désarroi tout simplement parce qu'il y a 20 ans, il y a énormément d'orchestres, de compagnies musicales en tout genre, 20, 30 ans, qui ont pu se créer dans des conditions beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui. Et où l'argent et le soutien des institutions arrivaient facilement et rapidement, et à des hauteurs parfois stratosphériques. Nous avons dû nous construire dans un climat et un contexte complètement différent, qui nous a imposé j'appellerais ça une sorte de système D, qui a évidemment aussi énormément de vertus, car il force à la créativité, il force à apprendre à se construire, il ouvre d'autres perspectives, il oblige à être inventif. Et donc aujourd'hui, le schéma s'est totalement inversé. Il y a encore assez peu de temps, il existe encore des structures qui fonctionnent comme ça, peut-être subventionnées à hauteur de 30 ou 40%. Et nous sommes subventionnés à hauteur de 5%, et la part de mécénat est entre 20 et 25%. Voilà. Donc on compte énormément sur le monde dans l'entreprise, et nos liens avec le monde de l'entreprise sont absolument indispensables, car le nerf de la guerre pour nous, c'est la possibilité de créer de nouveaux spectacles, et c'est ce qui coûte malheureusement le plus cher, c'est ce temps
ce temps, c'est-à-dire faire venir, nous sommes à peu près 70 musiciens dans cet ensemble, faire venir ces gens, il y a 15 nationalités différentes, des gens qui habitent un peu partout en Europe, de les faire venir et de leur donner le temps de travailler. Et c'est ça qui, aujourd'hui, coûte le plus cher, et c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui à rendre possible. Et donc, ces liens avec le mécénat, avec le monde de l'entreprise, sont le plus souvent ce que l'on cherche, nous, pour pouvoir donner naissance à ce temps-là. On va respecter le timing et je vais donc consacrer les 10 dernières minutes qui nous restent. Je vais les consacrer donc au temps de parole donné aux deux économistes qui nous accompagnent, Françoise Benamou et Thomas Paris. Mais juste avant, bien sûr, n'hésitez pas pour cette partie donc de ce temps de réflexion, si vous voulez bien sûr ajouter quelque chose. Oui, je ne vais pas prendre les 10 minutes. Mais en Belgique, par exemple, dans ce que vous disiez et dans ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, à un moment donné, un système a été créé, le tax shelter, pour pouvoir aider le cinéma. Et aujourd'hui, je pense qu'on entend un peu plus parler du cinéma belge. Il faut savoir que le monde du cinéma, au départ en Belgique, était terrible. Donc le monde artistique était terriblement inquiet, étant convaincu qu'à partir du moment où une logique économique allait être mise en place, une perte de liberté d'expression allait intervenir. C'est là où je dis que on doit aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur culturel, oser, et artiste, oser inventer autrement, en pouvant fixer les limites de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Mais nous ne pourrons pas, je pense que l'État doit jouer un rôle aussi dans la définition de ce que c'est qu'une liberté d'expression qui n'est pas définie par le pouvoir économique, mais on doit inventer de nouvelles formes pour pouvoir faire exister les créations auxquelles nous croyons. Sinon, elles vont disparaître. Manuel Gautran, peut-être un mot avant de passer la parole à Françoise et Thomas, ou qui d'autre, hein, ou Aurélien Bélanger, un mot. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très vrai dans ce que Aurélien Bélanger a dit, c'est le fait que quand on est un entrepreneur dit créatif, finalement on doit vivre deux moments, celui de la création où on doit savoir se mettre dans une bulle, totalement isolé et seul. Et puis il y a le moment très pragmatique où il faut savoir faire tourner son entreprise. Et c'est vrai que c'est un petit peu la complexité à laquelle on doit faire face. C'est presque schizophrène, non, quand même pas? Oui, un petit peu. Aurélien Bélanger, un dernier mot peut-être avant de passer la parole à Françoise Benamou? Non. Il faut prendre des comptables, pardon. Il faut sacrifier une partie de ses revenus à un comptable, quoi, c'est tout. Voilà le conseil, puisqu'on a parlé de conseil au début, un conseil à un jeune entrepreneur culturel de la part d'Aurélien Bélanger. Merci à vous tous. C'est vrai que c'était très, très intéressant d'entendre toutes vos expériences. Françoise Benamou, donc vous êtes économiste de la culture, et Thomas Paris, est-ce que vous voudriez peut-être maintenant nous dire si le monde de la culture peut être un peu pionnier, peut être un peu un monde d'avant-garde? On a l'impression quand même que parfois, chez les artistes, il y a aussi beaucoup de réactionnaires et de conservateurs. C'est pas forcément un monde innovant tout le temps, en tout cas. Est-ce qui vous inspire? J'ai trouvé que tout ce qu'on entendait illustrait magnifiquement par avance justement ce caractère un peu pionnier de la culture. C'est-à-dire au moins de 3 points de vue. Il y a le côté l'innovation permanente. Et cette innovation permanente qui est évidemment caractéristique par essence de la culture, ça se retrouve maintenant dans toutes sortes d'autres métiers, toutes sortes d'activités, toutes sortes d'autres entreprises, où il faut être créatif, où il faut innover pour s'inscrire à la fois dans la compétition mondiale, mais aussi parce que ça ne suffit pas de proposer des biens, il faut qu'ils aient quelque chose de plus en quelque sorte. On le voit très bien par exemple sur les téléphones portables, dans les nouvelles technologies. Le deuxième élément sur lequel moi, je trouve que la culture a été précurseur, c'est évidemment le fonctionnement par projet, c'est-à-dire l'artiste, et ça a été dit, va travailler sur un projet, puis sur un autre, éventuellement avec un temps mort, ou un temps d'arrêt en tout cas, entre les deux, ce fonctionnement par projet, ces carrières qui cessent d'être linéaires, c'est un modèle qui s'est inventé dans le champ artistique et qu'on retrouve aujourd'hui maintenant dans l'ensemble de l'économie. On a de moins en moins de contrats à durée indéterminée et on a des contrats qui sont souvent courts. Alors il ne faut pas avoir une vision angélique de ça parce que quelquefois c'est très dur. Je regardais les statistiques, en 2000, la durée moyenne d'un contrat d'intermittence était 6 jours, en 2005 c'était 5 jours, aujourd'hui c'est 4 jours. Donc c'est extrêmement court et ça veut dire qu'il va falloir chercher des contrats et d'autres contrats, etc.
Et le troisième élément sur lequel la culture a sans doute été précurseur, qui est moins mis en avant peut-être, c'est l'hybridation entre les modèles d'indépendance et les modèles de salariat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un salarié culturel, en tous les cas qui travaille par intermittence, agit un petit peu comme un indépendant qui sous-traite son travail à différents employeurs, qui vend en quelque sorte sa compétence, ses propositions artistiques à différents employeurs, et il agit comme un indépendant. Et réciproquement, quand on est salarié dans les secteurs culturels, on travaille souvent... réciproquement, quand on est indépendant, on va compléter cette indépendance par du salariat, et c'est par exemple le jeune artiste qui va vendre des billets à l'opéra ou qui va travailler à la boutique de l'opéra pour compléter ses revenus artistiques. Donc de ces trois points de vue, on voit que le modèle de l'emploi artistique a été peut-être précurseur. Et le modèle de l'intermittence, puisqu'on l'a cité, c'est un modèle qui peut inspirer le reste des salariés ou pas du tout, d'après vous? Ou est-ce qu'il est trop privilégié, il est trop à part? De fait, il l'inspire, et y compris aussi le modèle de l'accompagnement de l'intermittence, le fameux régime de l'intermittence à la française, qui était un tout petit peu d'ailleurs imité en Belgique récemment par de nouvelles lois en 2014, mais qui est quand même typiquement français. Qu'est-ce qu'il a qui peut inspirer le modèle plus général de protection sociale? C'est sans doute cette idée de droit rechargeable, de droit qu'on conserve avec soi en allant d'une entreprise à une autre, d'une activité à une autre. Donc là aussi, il est relativement précurseur. En même temps, on en vit les limites. Hein. À la fois, c'est un modèle coûteux, c'est un modèle qui n'est pas nécessairement tout à fait équitable et qui, en même temps, n'est pas si protecteur que ça. Preuve en est les données que j'évoquais sur la durée des contrats. Donc, moi, je crois qu'en tous les cas, le modèle social de demain, ça ne peut pas être que cela. Ce sera un modèle sans doute hybride où il va falloir combiner du modèle social lié à l'indépendance, à l'auto-entrepreneuriat, à l'entreprise tout simplement, un modèle social de salariat, donc qui ressemble au régime de l'intermittence, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, le droit d'auteur, hein, qui est une forme de réponse à l'incertitude si forte dans les carrières artistiques et dans les carrières culturelles. Thomas Paris, je rappelle que vous êtes professeur à HEC et chercheur au CNRS. Vous aussi, ce couple entrepreneur et créateur, il ressemble à un modèle d'avenir, un modèle social d'avenir? Alors, je ne sais pas si c'est un modèle d'avenir, en tout cas dans la culture, je pense qu'il restera. Je crois qu'il est important de rappeler qu'on vit dans la culture une période de mutation assez profonde, et on le voit depuis 2 jours, et dans ces périodes de mutation, suscitent des craintes, des opportunités, pas mal de fantasmes aussi, et il est sans doute important de se raccrocher à quelques fondamentaux qui, eux, n'ont pas vocation à évoluer. Et ces fondamentaux ont été rappelés dans cette table ronde ce matin. Hein. Le premier, c'est que l'acte de création est fondamentalement subjectif. C'est-à-dire ne répond pas à une demande et s'inscrit dans une logique de proposition. Et ça, c'est vraiment important.
générer des revenus considérables et d'autres qui n'auront pas la possibilité d'exister. Et ces titres en particulier, c'est les titres qui sont dans cette logique de proposition, de prise de risque. Et donc sans doute la question aujourd'hui du modèle social doit être pensée conjointement à cette question de l'économie de chacun des secteurs et de est-ce qu'on n'a pas atteint un point de basculement dans cette abondance qui est normale, qui est structurelle, mais si elle devient beaucoup trop importante, qui empêche les structures de faire leur travail de découverte et de promotion. Merci beaucoup, Thomas Paris, Françoise Benamou. Je voudrais remercier tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice, une petite pierre de plus pour réfléchir ici au Forum d'Avignon. Si vous le souhaitez, on peut prendre encore une dernière minute pour un conseil, comme on l'a fait au début, un conseil à un jeune entrepreneur, ou si vous étiez président de la République, ministre de la Culture, maire de Bordeaux, qu'est-ce que vous feriez? Quelqu'un veut prendre la parole peut-être pour un dernier mot de conclusion, qui nous servirait de conclusion? Oh là, il n'y a pas de politique en herbe. Je veux bien peut-être dire. Ah, d'accord. D'accord. Peut-être un mot quand même sur les choses qu'on donne aux gens, sur l'autoproduction, les financements participatifs, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a plein de possibilités quand on a envie, qu'on a une belle idée et qu'on veut la défendre. Le crowdfunding aussi. Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de sujets, bien sûr, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce matin. Aurélien Bélanger, Michel, non, si vous voulez dire un dernier mot en guise de conclusion. Les orateurs que vous êtes, non? Eh bien écoutez, on se quittera là-dessus et on va donc laisser la place maintenant à la culture, qui est aussi une entreprise, puisque je crois qu'on va écouter une performance artistique, mais je laisserai peut-être Laure ou Hervé les présenter, à moins que vous souhaitiez que je les présente. Mais je crois que c'est maintenant un temps de musique que l'on nous propose. Merci en tout cas à vous tous et je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Merci Manuel. Et merci à Cartooning for Peace et Plantu, qu'on va retrouver sur le site du Forum d'Avignon. Merci beaucoup. Alors, donc, l'Octueur en Fa majeur, premier mouvement de Franz Schubert, les musiciens de l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine. À moins que Hervé veuille venir dire un petit mot et les présenter, sinon je les présente. Anne-Sophie Frémy, basson, Sandrine Vasseur à la clarinette, Julien Blanc pour le corps, Cécile Coppola, quel joli nom, Agnès Vitton pour les violons, Laurence Jaboulet alto, Aurélienne Bronner violoncelle, Christian Diaz contrebasse. Le temps bien sûr que l'on installe la formation sur cette scène. Merci de votre attention. Merci à vous tous.